l'intelligence artificielle, c'est ça? C'est ça. Bonjour à tous et à toutes, je suis Baptiste Jacques Sermet et j'aimerais vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être déjà tous une idée à peu près de qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et bien, le but de cette présentation, c'est de vérifier ces bases-là et d'aller le plus loin possible au niveau des parties techniques. Donc déjà, on va se poser une question de qu'est-ce qu'est l'intelligence? L'intelligence, c'est quelque chose qui est compliqué à définir. Il existe plusieurs types d'intelligence. Parmi celles les plus reconnues dans notre société aujourd'hui, c'est l'intelligence logique vis-à-vis des mathématiques, des sciences, ou même l'intelligence dans le domaine musical. Mais il existe des intelligences plus subtiles, comme l'intelligence corporelle vis-à-vis des athlètes ou encore des danseurs sur la façon de se mouvoir dans l'espace, ou même encore l'intelligence sociale, ce serait la capacité de structurer un réseau durable autour de soi. Et par conséquent, il n'existe pas de consensus scientifique sur qu'est-ce que l'intelligence. On aura donc certaines difficultés à définir qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais pour aller au-delà de ce débat sémantique qui n'a sans doute peu d'intérêt, on va voir comment est-ce qu'on est arrivé au mot intelligence artificielle à travers l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc, les premiers pas dans le domaine sont en 1950 par le célèbre mathématicien Alan Turing. Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est celui qui a développé une machine qui s'appelle Bomb, qui craqua la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce fameux mathématicien Alan Turing, il développa un test qu'on appelle le test de Turing, qui consiste en une conversation entre une personne et soit une personne, soit une machine. Et si jamais la machine arrive à se faire passer pour un être humain, d'après Alan Turing, on pouvait dire qu'elle commençait à penser. Il existe quelques critiques vis-à-vis de ce test, mais en tout cas, c'est le premier pas qui a été fait dans ce domaine-là. En 1956, le mot intelligence artificielle apparaît pour la première fois lors de la conférence de Dartmouth. Ça devient un domaine d'études à part entière. Puis, de 1974 à 1980, on a une période où ça n'intéresse plus personne, l'intelligence artificielle, car plusieurs journalistes critiques sont bien fondés et le financement des gouvernements sont fortement réduits dans le domaine d'études. Puis, de 1980 à 1987, il y a une reprise d'intérêt pour ce domaine-là, notamment parce que le gouvernement britannique souhaitait concurrencer les Japonais dans l'intelligence artificielle. Et on a aussi l'un des films les plus connus, qui est Terminator, qui sort durant cette période. Puis, de 1987 à 1993, c'est une autre période chaste, si on peut dire, où le domaine d'études retombe en désuétude. Puis, on passe en 1997 avec l'ordinateur Deep Blue d'IBM qui bat le champion du monde aux échecs, Garry Kasparov. Ça marque un grand tournant et un intérêt grandissant pour l'intelligence artificielle. En 2001, Steven Spielberg réalise un film qui marqua aussi les esprits, qui est IA, Intelligence Artificielle, qui est un drame noir sur la place de robots dans la société humaine. En 2011, IBM récidive avec son ordinateur Watson, qui gagne à Jeopardy, c'est un quiz américain sur la culture générale, face aux deux anciens champions que sont Brad Rutter et Ken Jennings. Et en octobre 2011, Apple lance pour la première fois un compagnon intelligent personnel, Siri, sur son iPhone 4S. Google réitère l'exploit en 2012, suivi de Amazon en 2014. On voit que les GAFA, qui sont les grandes entreprises qui contrôlent le numérique, s'emparent de l'idée du domaine d'intelligence artificielle. Donc, à travers ce petit historique bref, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'intelligence artificielle? En tout cas, dans la culture cinématographique, on voit que c'est une atmosphère qui est très anxiogène. Que ce soit une guerre entre humains et robots visant à exterminer la race humaine, ou le mal-être d'un robot au sein de la société humaine, une révolution qui, là aussi, tend à faire disparaître la race humaine, ou encore un robot qui souhaite entièrement détruire l'équipage d'une station spatiale. L'intelligence artificielle est vue comme quelque chose de très néfaste. Cependant, aujourd'hui, elle existe déjà et elle est partout dans nos vies. On va voir à
quel point est-ce qu'elle est partout dans nos vies. L'intelligence artificielle, déjà, c'est quoi? C'est la recherche des moyens susceptibles de doter des systèmes informatiques de capacités comparables et non pas égalables à celles des êtres humains. On voit que c'est un domaine qui tend à devenir de plus en plus présent dans nos vies aussi. Parce que sa part de marché en milliards de dollars va atteindre 36,8 d'ici 2024. Il existe deux types d'intelligence artificielle. Pour l'instant, on sait les intelligences artificielles qui sont développées, c'est des intelligences artificielles faibles qui sont extrêmement spécifiques à un problème et qui ne peuvent s'adapter à d'autres problèmes. Mais elles sont très fortes dans ce qu'elles font. L'intelligence artificielle forte, elle, a un recul vis-à-vis de ce qu'elle fait et est capable de s'adapter d'un problème à un autre. À l'intérieur de ces différents types, il existe différentes techniques qu'on va évoquer brièvement. Par exemple, là vous avez les dates de leur création. On remarque que ces techniques, elles sont assez récentes, notamment pour la dernière. Alors, voyons un peu comment ça fonctionne. Le machine learning, ou apprentissage statistique, c'est l'objectif de cette technique, c'est de fournir à l'ordinateur un logiciel capable d'apprendre sans forcément être programmé pour la tâche qu'on va lui confier. Si j'essaie de donner un exemple, on va prendre toutes les photos de chats qu'il y a sur Internet, et ça en fait beaucoup. Et on va vouloir que notre logiciel il reconnaisse la race du chat, s'il y a un chat ou non, sa couleur, toutes les caractéristiques qui peuvent être liées à la notion de chat. Pour ça, on va avoir deux phases. Déjà, on va avoir la phase d'entraînement. À l'aide de toutes nos données brutes, du coup toutes les photos que je vous ai indiquées, on va demander à des opérateurs humains de les annoter, ces photos. Dire s'il y a un chat ou non, quelle est sa race, etc. Et on va entraîner notre logiciel pour que quand on va lui donner une photo, il ressorte exactement les caractéristiques qu'on lui a annotées. Si jamais il se trompe, on va modifier notre modèle pour qu'il ne se retrompe plus après, ainsi de suite jusqu'à avoir un bon modèle. Puis après, on aura la phase de vérification où on va donner de nouvelles images à notre logiciel et voir s'il arrive à faire des prédictions qui sont les plus correctes possibles. C'est ainsi qu'on développe le machine learning qui est présent dans plein de domaines de notre vie aujourd'hui, que ce soit la reconnaissance vocale ou faciale, en médecine sur la classification des séquences d'ADN, la détection des fraudes dans le domaine bancaire, les claviers prédictifs ou encore les premières voitures autonomes de Google. Alors, après on va parler de deep learning, qui est une technique qui date il n'y a pas si longtemps, moins d'une vingtaine d'années, et qui est l'aboutissement du machine learning. On part du machine learning pour arriver à quelque chose de plus complexe. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Cette fois, on va partir d'un réseau de neurones artificiels, où on va avoir des couches successives, comme ceci. Chaque point blanc ici, c'est un neurone qui va relier d'autres neurones de la couche précédente à d'autres neurones de la couche d'après. Et on va faire passer notre image de chat à travers chacune de ces différentes couches. Et on va voir que, à l'aide d'une programmation assez simple, on observe que chacune des couches reconnaît des traits caractéristiques, par exemple reconnaissance des arêtes du visage du chat, reconnaissance des yeux, de la bouche, etc. Et à la fin, reconnaissance que ce soit de la race, d'un chat ou non, etc., etc. Et on obtient notre résultat à la fin du réseau de neurones. C'est peut-être pas très clair. Pour voir un exemple plus concret, on a du coup la perception de chiffres écrits de manière manuscrite. Ici, c'est notre image d'entrée avec les chiffres écrits de manière manuscrite. Et là, on voit les différentes couches de neurones. Avec les neurones en blanc, c'est lorsqu'ils s'activent, et les neurones en noir, c'est quand ils sont désactivés. Et là, c'est nos résultats. Notre résultat, notre réseau de neurones, il va nous permettre de dire est-ce que le chiffre qui est écrit, c'est un 9, un 7, un 8, etc. etc. Alors, l'utilisation du deep learning aujourd'hui, elle est utilisée dans les voitures autonomes de Google, mais pas que, dans toutes les voitures autonomes, pour classifier les dangers en fonction des objets, que ce soit un panneau stop, une poussette ou un feu rouge. On a aussi, dans la détection des images, détecté les éléments particuliers qui composent une image, comme par exemple une personne, un lampadaire ou même une statue. Alors, on a fait un petit tour rapide, assez rapide des différentes techniques de l'intelligence artificielle. Il faut ne pas, contrairement à ce que nous dit le cinéma ou ce que peut nous dire notre culture générale, ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, car pour l'instant,
c'est uniquement un outil qui aide l'humain face à des problèmes complexes et de plus en plus complexes. Si on veut, on est arrivé au deuxième stade qui est la machine intelligente, mais qui reste un outil. Il y a un troisième stade qui est de l'ordre de la science-fiction pour l'instant, qui serait la conscience de la machine et qui, si cela se trouve, n'existe peut-être même pas, car définir la conscience, ce serait définir sa propre conscience à soi, ce qui est quelque chose de compliqué. Alors, mon message principal dans cette présentation, c'est que il faut utiliser l'intelligence artificielle, car on a besoin de ces outils, et ces outils ne sont pas là pour nous remplacer. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. C'est terminé.